À la une de l'actualité, cette grosse prise de la police nationale en collaboration avec les services de douane, un réseau de délinquants ayant occasionné la perte de plus d'1,4 milliard de francs CFA à l'économie burkinabé a été mis hors d'état de nuire. Les 6 présumés délinquants étaient spécialisés en contrefaçon des sceaux de l'État. Quel était leur mode opératoire? Qui a été victime? Toutes les précisions à suivre dans cette édition. À suivre également dans ce 19h30, ces chiffres vertigineux dans le financement du terrorisme au Mali, au Burkina et au Niger. Plus de 1000 milliards de francs CFA d'or ont été exploités par les terroristes. Ils exploitent l'or et mènent plusieurs autres activités illicites. Comment se déroule tout ce trafic? À quoi sert l'argent issu de ces activités? Pourquoi les États sont-ils incapables de les appréhender? Que faut-il faire? On vous dit tout dans la chronique économie de ce lundi. Puis en sport cyclisme, Paul Daumont affirme sa suprématie sur les autres cyclistes au championnat national qui s'est couru ce dimanche. Après le Tour du Bénin où il a remporté le maillot jaune, le sociétaire de l'AS Bessel signe une victoire au pays. Il est désormais le champion national 2021 du cyclisme burkinabé. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ravi de vous retrouver. Tout d'abord, direction Assemblée nationale, comme annoncé par le gouvernement burkinabé au Conseil des ministres du 9 juin dernier. Le dossier sur la prorogation de l'état d'urgence est arrivé sur la table du Parlement burkinabé. Bala Alassane Sakandé a aussitôt convoqué une session extraordinaire. Elle s'est ouverte cet après-midi même. Le projet de loi sur la prorogation de l'état d'urgence n'est pas le seul point à l'ordre du jour de cette séance, nous apprend le porte-parole du gouvernement. Et écoutons donc Oussini Tamboura. Et à l'ordre du jour donc, de cette session se trouvent 3 dossiers, et dont particulièrement 2 ont dû être une exigence de tenir cette session extraordinaire. Parmi ces 2 dossiers prioritaires, il y a le projet de loi portant donc prorogation de l'état d'urgence, puisque vous savez que depuis quelques années, nous avons adopté des lois portant état d'urgence. Et vous savez que l'état d'urgence est un régime d'exception de liberté. Il se trouve que l'état d'urgence actuellement en vigueur donc, devrait s'épuiser le 12 juillet de cette année. Donc nécessairement, puisque nous sommes toujours dans un contexte de lutte contre le terrorisme et l'insécurité, les rapports d'évaluation indiquent qu'il y a des acquis de l'application de cet état d'urgence et qu'il y a lieu de continuer naturellement avec ce régime d'état d'urgence. Le deuxième dossier prioritaire qui justifie que la session soit convoquée, c'est ce qu'on appelle le débat sur la programmation budgétaire. C'est une loi organique, donc la loi des finances, qui exige qu'au plus tard le 30 juin de chaque année, il est organisé donc, à l'Assemblée nationale un débat sur les orientations budgétaires, et en l'occurrence ici pour les années 2022 allant à 2024. Donc telles sont les raisons légales qui justifient donc cette session. Et une fois que la session du Parlement est ouverte, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire, vous savez que le gouvernement a tout loisir d'inscrire d'autres projets de loi. Et pour cette session, nous avons inscrit un projet de loi sur le cadre juridique du partenariat public-privé, qui est une des modalités donc, de mobilisation de l'investissement dans notre pays. Ensemble, on se soigne, on apprend et on rayonne. C'est sous ce thème que le monde entier a célébré hier la journée des réfugiés. Au Burkina Faso, quelle est la situation des 22 000 personnes ayant fui leur pays d'origine pour se réfugier dans notre pays? Direction tout de suite Goudébou au Sahel, où le plus grand camp de réfugiés du pays est installé dans des conditions, vous allez le voir, pas enviables, des conditions constatées ce dimanche par la grande actrice américaine Angelina Jolie, l'actrice hollywoodienne, envoyée spéciale du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, était accompagnée du patron de la diplomatie burkinabé Alpha Bari. La visite est immortalisée pour nous par Roméo Koita. Le camp de réfugiés de Goudébou, situé à une vingtaine de kilomètres de Dori dans le Sahel.
Sous ces centaines de tentes vivent près de 11 000 âmes, tous des réfugiés maliens arrivés au Burkina Faso à partir de 2013, suite à l'enlisement de la crise sécuritaire dans leur pays un an plus tôt. Ce 20 juin, à l'occasion de la Journée mondiale du réfugié, ils sont à l'honneur. En plus des autorités gouvernementales, ils reçoivent la visite de la star hollywoodienne Angelina Jolie, venue leur apporter du réconfort en sa qualité d'ambassadrice de bonne volonté du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Engagée dans la défense et la protection des droits des personnes vulnérables depuis 2001, elle dénonce un traitement inégalitaire et un manque de solidarité des puissances mondiales vis-à-vis des réfugiés. Les crimes commis contre les femmes, les enfants au Burkina ou au Yémen ou au Myanmar ou encore en Éthiopie, tout cela n'ont pas réussi à toucher les leaders du monde comme ils devaient si cela arrivait ailleurs. J'ai vu des conditions dans lesquelles les réfugiés vivent un peu partout au monde. Ils souffrent de la faim, de l'insécurité et la manque d'aide humanitaire, ainsi que l'injustice, parce que nous choisissons lesquels des conflits à résoudre. À ce jour, le monde entier compte plus de 82 millions de réfugiés, dont 22 000 installés au Burkina Faso, qui doit également prendre en charge plus d'1 200 000 déplacés internes. Et les signes ne sont pas des plus rassurants. Les récents massacres de Sol-An viennent rappeler la déliquescence de la situation, reconnaît le chef de la diplomatie burkinabé. Obligés de fuir de chez eux à Sol-An pour se réfugier à Seba dans la ville voisine. Mais on dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Cet espoir que n'ont pas eu les 132 personnes qui ont perdu la vie dans cette attaque. Nous nous inclinons devant leur mémoire et nous souhaitons donc que leur âme repose en paix. Il reste à se battre pour donner espoir donc aux 7000 déplacés qui ont eu la vie sauve et qui ont pu fuir. L'espoir, mais aussi et surtout l'action. Face à la recrudescence des attaques terroristes au Sahel, ces réfugiés ont la peur au ventre. Sur ce point, la solution du gouvernement est de regrouper tous les réfugiés sur un même site afin de mieux assurer leur sécurité, selon Alpha Bari. L'autre défi, tout aussi urgent sur le site de Goudebo, ce sont les conditions de vie en saison pluvieuse, car les risques d'inondation sont déjà palpables sur le site. Quand il pleut ici, c'est des coins d'eau. Il y a la boue partout, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas marcher. Quand il pleut aussi, les maisons, vous savez que les bâches là, quand il y a le vent enlève le bâche là, il laisse seulement de boire. Donc en ce moment-là, ça nous inquiète aussi. C'est des maisons là qui n'ont pas bien pour nous. En dehors de ça aussi, quand il pleut ici, c'est la boue. Tu ne peux même pas marcher, tu peux même pas. L'eau rentre même dans la maison. C'est le coin où l'eau coule partout. Près de 8 ans passés hors de leur terre d'origine, ces personnes ont dû s'adapter à leurs nouvelles conditions de vie. Pendant que les tout-petits vont à l'école, des dizaines d'autres jeunes filles et garçons apprennent des métiers comme la couture, la mécanique, le tricotage et la maçonnerie. Ils demandent du soutien pour mener à bien leurs activités sur le camp ou en dehors. Des réfugiés essentiellement venus du Mali où un conflit armé a éclaté depuis 2012. La situation s'est empirée depuis. Les groupes armés montent en puissance. Mali, mais aussi plusieurs autres pays, c'est tout le Sahel, même au-delà, qui est infesté aujourd'hui avec les attaques terroristes. Mais une seule question taraude les esprits. D'où viennent les immenses ressources qui servent à financer toutes ces opérations terroristes? C'est le sujet de la chronique économie de cette semaine. Les chiffres donnent du tournis, plus de 1000 milliards de francs CFA d'or exploités par les terroristes au Sahel. Et ce n'est pas tout. Ils exploitent des ressources naturelles, mais aussi mènent plusieurs autres activités illicites, comme la traite des êtres humains,
le trafic de drogue, d'objets culturels, de marchandises diverses et de braconnage. Mais comment tout ceci est organisé sans que les États ne puissent agir efficacement? Comment les ressources sont-elles dépensées et surtout, comment les États doivent-ils s'organiser pour contrer le phénomène? Élément de réponse avec Hervé Dapa. Il fait partie des 4 grandes branches des FFI, les flux financiers illicites. Le financement du terrorisme. Les chiffres donnent le tournis pour ce qui concerne la filière aurifère artisanale. Une enquête de l'hebdomadaire L'Économiste du Faso révèle que les sommes exploitées par les terroristes dans le Sahel ont atteint le millier de milliards de francs CFA. Cette enquête de l'Économiste du Faso a permis d'exploiter plusieurs sources, dont une publication du journal anglais Reuters dans une de ses parutions de novembre 2019, qui a évalué à 2 milliards de dollars, l'équivalent de 1000 milliards de francs CFA, les ressources issues de l'or, les terroristes ont eu à exploiter. 1000 milliards, c'est l'ensemble des recettes recouvrées par la Direction générale des impôts et la Direction générale des trésors et de la comptabilité publique. Donc ça veut dire que c'est l'équivalent de ce que ces deux régies de recettes-là ont recouvré au cours d'une année, que les terroristes ont exploité depuis un certain temps. Les sommes sont énormes. Elles servent notamment à acheter les armes et à payer les hommes. Mais question, comment les choses se passent en pratique sur le terrain? Par quelle méthode les terroristes arrivent-ils à mobiliser tout cet argent? Il faut dire que les sites, surtout artisanaux, les sites qui sont exploités de manière artisanale, là, certains sites sont sous le contrôle depuis des années, bien avant 2015, sous le contrôle d'individus suspects, aujourd'hui qui ont été identifiés comme étant des terroristes ou leurs complices. Ils perçoivent un impôt sur l'exploitation. Ça veut dire que toute personne qui a un trou ou une activité quelconque sur le site doit payer une somme périodiquement, par jour, par semaine ou par mois, pour pouvoir rester sur le site. Deuxième cas de figure, ils obligent tous les exploitants à vendre leur or auprès d'un acheteur bien identifié. Et par moment, c'est l'acheteur qui fixe son prix sans tenir compte du prix réel même sur le marché. Mais il n'y a pas que l'or artisanal qui finance le terrorisme dans la région des 3 frontières. Il y a aussi la drogue et surtout un autre élément moins connu, le bétail. Quand on prend un peu la zone des 3 frontières, en dehors de l'exploitation de l'or, les populations vivent essentiellement de l'élevage. Donc par moment, on a vu des attaques ciblées de villages où apparemment l'objectif caché, c'est vraiment d'emporter le bétail. Quand on amène une centaine de têtes de bœufs, c'est pour aller revendre dans des marchés qui sont bien identifiés. Et on a un cas au niveau de Arbinda, où plus de 200 têtes de bœufs dérobées auprès d'une autorité qui avait placé auprès de ses frères des bœufs pour qu'ils subviennent à leurs besoins. Ces bœufs ont été détournés par le cousin lui-même de l'autorité pour être revendus un peu, une partie au Mali, dans la zone de Boulkessi, et une autre partie au Niger. Dans ce contexte de flux financiers illicites à grande échelle, que peuvent les États tels que le Burkina Faso? On a déjà une législation qui, à mon avis, selon les informations collectées à travers cette enquête-là, est insuffisamment appliquée, surtout au niveau des poursuites, au niveau des sanctions. Donc si vous remarquez, de plus en plus, il y a des poursuites au niveau de nos tribunaux en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Malheureusement, les procès sont rares. La législation et les enquêtes devraient aussi s'intéresser aux fortes sommes d'argent que reçoivent certaines fondations et associations et leurs destinations, mais également le mouvement de capitaux dans les institutions bancaires, précise l'économiste du Faso. Venons-en à ce présumé réseau de délinquants aux méthodes plutôt rocambolesques. Ils sont 6 individus spécialisés dans des cas de vol et altération de balises de transit. Ils étaient capables de faire entrer au Burkina Faso des conteneurs remplis de marchandises sans un moindre soupçon des forces de contrôle. Leur préjudice à l'économie nationale est évalué à un peu plus de 1,4 milliard de francs CFA. Qui sont-ils? Comment étaient-ils organisés?
Qui a été victime et comment ont-ils été appréhendés? Archimède Boy a assisté à la conférence de presse conjointe de la police et de la douane. Environ 1,4 milliard francs CFA. C'est le préjudice financier qu'aurait causé ce réseau de présumés délinquants à l'économie burkinabé. Il est spécialisé dans les cas de bris de scellés, vols, altération de balises de transit et câbles électroniques, fraude de marchandises, faux et usage de faux en écriture publique et contrefaçon des sceaux de l'État. Aujourd'hui, la bande composée de 6 individus est aux arrêts suite à une enquête de la brigade de recherche et d'intervention du commissariat de police de l'arrondissement de Nongre-Massom à Ouagadougou. Ils approchaient leurs victimes afin d'obtenir les frais de transit de leurs marchandises. En effet, le chef de la bande, en la personne de ZO alias Oussou, qui possède des documents douaniers contrefaits, est chargé de convoyer les conteneurs ou les camions à l'espace du projet Zaka ou à la cité Atsekna à Ouagadougou. Pour les livrer à ses acolytes, après avoir vandalisé les balises préalablement installées depuis les frontières nationales par Cotecna Burkina Sarl. Ils utilisaient les bordereaux de sortie et autres documents contrefaits pour soustraire les conteneurs ou les camions des formalités douanières de Ouagadougou. Le réseau a ainsi réussi à convoyer plus de 5 conteneurs de marchandises sans remplir les formalités douanières. Ces individus percevaient pour le transit entre 3 500 000 francs et 9 millions de francs CFA. L'enquête a permis de saisir 5 balises de transit, des bordereaux de sortie et un cachet contrefait de la Chambre de commerce, divers documents contrefaits des douanes et du Conseil burkinabé des chargeurs. Les investigations se poursuivent afin d'interpeller d'autres membres du groupe actuellement en cavale, indique la police nationale. Les forces de défense et de sécurité bénéficiaires du projet Confiance, au même titre que l'administration et les populations. En le lançant il y a 2 ans et 4 mois, l'idée était de créer un climat de confiance entre ces 3 entités sous l'égide de l'Organisation internationale pour les migrations. C'est donc un projet novateur qui a tout son sens au regard du contexte sécuritaire que connaît le Burkina Faso selon le ministère de la Sécurité. Après 27 mois de mise en œuvre, l'heure est au bilan de ce projet qui intervient dans les régions du Nord et du Sahel. Et le moindre que l'on puisse dire à la clôture des activités, c'est que d'énormes acquis ont été engrangés. Benjamin Kwame nous en dit plus. Le projet aura duré 27 mois au Burkina Faso avec pour zone d'intervention la région du Nord et du Sahel. Les populations des 15 communes de ces régions, l'administration et les forces de défense et de sécurité étaient les principaux bénéficiaires. En le lançant, il était question de créer un climat de confiance entre ces 3 entités sous l'impulsion de l'Organisation internationale pour les migrations. L'objectif visé en dehors de la confiance entre ces 3 entités était aussi de prévenir l'extrémisme violent et gérer de façon pacifique les conflits communautaires. En ce sens, de nombreuses actions ont été mises en œuvre. Le projet a pu contribuer à rapprocher les populations, les forces de défense et de sécurité et l'administration autour des activités communes. L'organisation d'activités communautaires impliquant 13 000 personnes, dont 3 200 agents de forces de défense et de sécurité et 10 000 civils. La mise en place de 15 coordinations communales de sécurité. L'organisation d'audiences foraines pour le jugement de 180 affaires civiles et correctionnelles et la délivrance de près de 300 certificats de nationalité et 120 casiers judiciaires. De bons acquis certes, mais l'OIM et le PNUD, dans ce processus, ont rencontré quelques difficultés dues notamment à la situation sécuritaire dans certaines zones et la pandémie du coronavirus. Qu'à cela ne tienne, le projet Confiance a pu apporter des réponses efficaces et durables pour réduire la multiplicité d'incidents sécuritaires, de tensions sociales et des conflits communautaires. À l'heure du bilan, il est tout simplement salué par le gouvernement. Alors, le projet Confiance, après 27 mois de mise en œuvre, est un projet extrêmement important pour nous. Le premier objectif, c'est faire en sorte que la confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations règne. Deuxième objectif,
c'est entre les populations et l'administration de façon générale. Vous savez que depuis un certain temps, nos forces de sécurité sont au premier rang par rapport à la lutte contre le terrorisme, par rapport à la lutte contre l'insécurité. Cette lutte, nous ne pouvons la réussir sans l'accompagnement des populations. Et donc, le projet a permis de rapprocher davantage les populations et les FDS. Je pense que les acquis qui vont être déclinés lors de cet atelier pourront être capitalisés après pour que d'autres soutiens permettent en tout cas de les rendre durables. Plusieurs bonnes pratiques continuent d'être mises en œuvre dans ces deux régions concernées. L'atelier de clôture est donc le lieu de faire des recommandations et prendre des résolutions pour pérenniser les acquis du projet. Sachez également que Confiance a été financé par le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies à hauteur de près d'1,5 milliard de francs CFA, un appui pour atteindre les objectifs de développement durable au Burkina Faso. Maintenant, nous allons remonter un peu le temps et nous sommes en 2009. Plus précisément, le 1er septembre, le Burkina Faso a connu de graves inondations plongeant de nombreux Burkinabés dans la désolation. Ce type d'inondation, il y en a eu également au Ghana et dans les autres pays du bassin de la Volta depuis 1970. De quoi inquiéter l'autorité de ce bassin. Elle joue désormais la carte de l'anticipation. Une rencontre d'échange sur le mécanisme permettant de répondre aux inondations a été organisée. Plus de précisions avec Benjamin Kwame toujours. L'Organisation météorologique mondiale, l'autorité du bassin de la Volta et le Partenariat mondial de l'eau, 3 organisations, un même combat. Elles veulent trouver des solutions fondées sur la nature comme mécanisme pour répondre aux inondations et aux sécheresses. Une approche novatrice qui devrait s'appuyer sur les forêts et les mangroves par exemple, afin de réduire considérablement les inondations, les sécheresses et leurs effets néfastes sur la vie des communautés du bassin. Cette approche se veut simple, naturelle et efficace, conservatrice des ressources en eau et des écosystèmes associés, ainsi qu'un rempart des risques de catastrophes liées aux inondations et sécheresses dans le bassin de la Volta, particulièrement dans les zones les plus fragiles. Notre anticipation concertée peut et doit nous permettre d'atténuer sensiblement ou d'endiguer les divers risques graves encourus par nos populations. Le ministre de l'Eau salue cette approche des parties prenantes. Pour lui, toutes les pistes doivent être explorées afin de mettre un tant soit peu les populations à l'abri de certaines catastrophes naturelles. Ce projet, à bien des égards, s'efforce d'apporter des réponses et des solutions durables aux deux principaux phénomènes climatiques, à savoir les inondations et les sécheresses dans les 6 pays ayant en partage le bassin de la Volta. Mesdames et messieurs, pour y parvenir, plusieurs corps de métiers peuvent représenter un complément au génie civil pour la prévention et la gestion des inondations et de la sécheresse. Dans de telles situations, leurs rapports sont souvent moins onéreux à installer et à gérer. Ce projet a démarré en juin 2019, prendra fin à la mi-2023. Il est financé à hauteur de 4,280 milliards de francs CFA par le Conseil du Fonds d'adaptation. Cet atelier a réuni en présentiel et en visioconférence des participants venus essentiellement des 6 pays drainés par le fleuve Volta. Ce sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et le Togo. C'est une rencontre qui se veut biennale. Les travaux de l'Assemblée sectorielle des projets et programmes du secteur environnement, eau et assainissement. Un cadre idéal pour le ministre de l'Eau, Ousmane Nakro, et ses collaborateurs qui se sont penchés sur des projets et programmes de l'année en cours. Une assemblée donc pour examiner et adopter le projet de rapport consolidé de l'évaluation des projets des acteurs de l'environnement, mais aussi de l'urbanisme. Retrouvons une fois de plus Benjamin Kwame. Les PDD sont des projets et programmes de développement du secteur eau, environnement et assainissement. Des programmes dont l'exécution consiste à sauvegarder et restaurer l'environnement tout en créant un cadre de vie sain.
mais aussi un meilleur accès des populations à l'eau. En investissant dans ces projets et programmes, c'est une manière pour les départements de Ousmane Nakro, Siméon Sawadogo et Benouendé Sankara de participer à la croissance économique du pays et lutter contre la pauvreté. Au cours de ces 2 ans, 25 projets et programmes ont été évalués. L'évaluation cumulée des années 2019 et 2020 fait ressortir un résultat assez satisfaisant dans l'ensemble. Ces 25 projets et programmes sont répartis comme suit. 23 au titre du ministère de l'eau et de l'assainissement, un projet au titre du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la ville, un projet pour le compte du ministère de l'environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Si certains programmes ont eu des résultats satisfaisants, il reste tout de même d'autres projets qui n'ont pu atteindre l'objectif souhaité. Et cela s'explique par la situation sécuritaire dans certaines zones, la défaillance de certaines entreprises en charge des travaux et la pandémie de la Covid-19. Cette Assemblée sectorielle 2021 reviendra sur ses contre-performances en faisant des propositions et recommandations. Cette situation nous interpelle quant aux mesures à envisager en vue d'améliorer l'efficacité et l'efficience de nos projets et programmes de développement. C'est pourquoi il est attendu la présente session, la formulation de recommandations fortes et de résolutions pertinentes susceptibles de dynamiser la gestion des projets et programmes de notre sous-secteur. Ces programmes et projets liés à l'environnement et l'assainissement seront exécutés aussi bien en milieu urbain que rural. Même si 23 de ces projets concernent le département de Ousmane Nakro, il est à noter aussi que la question d'accès à l'eau reste une problématique. Le ministre de l'eau le reconnaît et annonce que son département est à pied d'œuvre pour trouver des eaux souterraines. Ils iront de 500 mètres, voire 2000 mètres pour trouver cette ressource rare afin de satisfaire le besoin de toutes les populations. Dans le secteur agro-silvo-pastoral, il y a cet engagement de l'association Tine Yalgré. Depuis 2017, elle pilote un projet avec l'ONG Solidar Suisse qui vient en aide aux personnes vulnérables dans la province du Kourou-Yégou. Le projet de renforcement des moyens d'existence des populations vulnérables a permis de former 150 personnes en technique d'élevage, culture de rente et apiculture. Après la formation, elles ont reçu du matériel, de quoi faciliter donc la pratique des connaissances acquises. Madi Nationaux. Elles sont au total 150 personnes à recevoir une formation sur les techniques de l'élevage. Après 6 jours, elles repartent chez elles avec des animaux offerts gracieusement pour mettre en pratique les connaissances reçues. L'initiative de l'association Tine Yalgré vise une autonomisation des hommes et des femmes de la province du Kourou-Yégou. Nous sommes vraiment contents de recevoir ce matériel. Le geste de Hati va vraiment améliorer notre vie. Ce que nous apprécions le plus, c'est la formation sur les techniques de l'élevage que nous avons reçue. Cela va nous permettre de mieux nous occuper des animaux afin qu'ils mettent bas et agrandissent notre cheptel. Outre la formation sur les techniques de l'élevage, 45 autres personnes ont été formées sur les cultures de rente et 5 sur l'apiculture. Elles reçoivent elles aussi des intrants, des semences, des pulvérisateurs, des ruches, des enfumoirs, des seaux, entre autres. Ces dons entrent dans le cadre du projet de renforcement des moyens d'existence des populations vulnérables piloté par l'association Hati et financé entièrement par l'ONG Solidar Suisse. C'est Hati avec Solidar Suisse. On a un programme de 4 ans qui commence cette année. Alors c'est dans ce programme-là qu'on a ces activités-là. Ce qu'on vise ici, c'est pour que les producteurs gagnent de l'argent. Parce que vous voyez que toujours on est en train de cultiver, on cherche à manger, mais enfin, quand on retourne dans notre grenier tout le temps, on n'a pas quelque chose qui nous donne l'argent. Voilà, donc l'objectif là ici, c'est pour que les producteurs gagnent l'argent et puis laisser leur grenier là. Les bénéficiaires doivent en 2 ans retrocéder 2 animaux de leur cheptel afin de permettre à l'association de poursuivre la chaîne de solidarité pour le bien-être des populations du Kourou-Yégou. Le niveau de vie des populations a vraiment changé de façon positive. Les populations rurales arrivent un temps soit peu à s'auto-prendre en charge. Voilà, donc à notre niveau,
C'est le constat que nous avons fait. Et la pauvreté est en train de reculer, plus ou moins. Nous sommes venus encourager Ati au regard de ses actions très nobles qu'elle mène. Elle vole vraiment au secours de nos populations, surtout les populations rurales. Le projet de renforcement des moyens d'existence des populations vulnérables est à sa deuxième phase. Après les résultats satisfaisants obtenus par son plan 2017-2020, le partenariat entre l'ONG Solidaire Suisse et l'association Thierry Alré a donc été renouvelé pour la période de 2021-2024. Après le plateau central, direction maintenant le centre-ouest, plus précisément à Koudougou, où le lycée privé Aruna Bazié s'est ouvert aux parents d'élèves. Un lycée aux allures de complexe scolaire qui offre des formations dans des conditions qui se veulent alléchantes. Abdou Aziz Sari. Pour cette visite, le proviseur du lycée privé Aruna Bazié est accompagné du surveillant général, des professeurs d'histoire, d'anglais et d'EPS. Première étape, les dortoirs de l'internat. Normalement, ces bâtiments sont conçus pour héberger plus de 60 pensionnaires chacun. Mais ce nombre a été revu à la baisse par les responsables du lycée. L'idée étant de permettre aux occupants d'être dans de meilleures conditions d'hébergement. Au niveau des dortoirs, ce sont les mêmes conditions dont bénéficie un enfant quand il rentre ici, la sécurité, le sérieux. Et il faut ajouter qu'au niveau des accompagnants des dortoirs, on prévoit toujours que ce soit des universitaires. Et là, c'est par rapport aux cas de difficulté. Quand l'enfant a des cas de difficulté en termes d'exercice, l'université peut l'accompagner. Toute activité à l'internat est conditionnée à l'activité au niveau de l'établissement. S'il se trouve qu'un week-end, il n'y a pas d'évaluation, voilà, ils ont des jeux de société et peuvent se récréer. Après l'internat, cap est mis sur le réfectoire. Un cadre agréable et spacieux avec un box privé pour chaque élève. Des élèves qui sont assis 25 par classe au lieu de 50 comme prévu. Ce réaménagement, selon les responsables de l'établissement, est de permettre aux différents professeurs de mieux contrôler le niveau de chaque apprenant. En inscrivant les enfants ici, c'est déjà le cadre sécurisé. Le cadre sécurisé, la rigueur et le sérieux dans le travail. Voilà. Et au niveau des effectifs, ce sont des effectifs qui permettent quand même aux enseignants de travailler aisément. Oui, je trouve qu'ici, le cadre est favorable, genre, ça va, les professeurs sont compréhensifs, ils sont bons. Ils sont à l'écoute et aussi l'administration qui est toujours à l'écoute des élèves. Quand ça ne va pas, ils vont t'aider sur tous les plans, même si tu as besoin de conseils, tu ne sais pas comment bosser, ils vont t'apprendre à faire tout ça. Donc ça va, ça va. L'année dernière, le lycée a fait 100% au BEPC et au bac. Un défi que les candidats de cette année promettent de relever. Tout est disposé pour qu'un élève puisse réussir. Moi, je suis confiant. Non, par rapport aux examens, je pense qu'on aura une bonne pourcentage. Bâti sur une superficie de plus de 10 hectares, le lycée privé Aruna Bazié est situé à Koudougou, chef-lieu de la région du Centre-Ouest. Ouvert officiellement en 2020, il compte pour l'instant une soixantaine d'élèves. Avant de nous quitter, je vous le disais en titre, 2021 semble être l'année du cycliste Paul Daumont, le sociétaire de l'AS Bessel. Après le Tour de Bénin où il a remporté le maillot jaune et le Tour du Cameroun où il a arraché le maillot vert, il revient au pays et remporte ce dimanche le championnat national du cyclisme. Après un aller-retour de 130 km entre Ouagadougou et le pont Kassiri près de IPLC, les cyclistes ont terminé par un circuit fermé de 28 km sur l'avenue Charles de Gaulle. C'est donc Paul Daumont de Bessel qui a traversé le premier, la ligne d'arrivée après un sprint. Madizongo. Paul Daumont remporte le championnat national A du cyclisme ce 20 juin sur l'avenue Charles de Gaulle. Il a bouclé les 158,500 km du circuit en 3h46 minutes à la suite d'un sprint où il a pris le meilleur sur le militaire Bachirou Nikima. 65 coureurs venus de 28 clubs ont pris le départ pour parcourir 130 km entre Ouagadougou et le pont Kassiri, non loin de IPLC, avant de boucler un circuit fermé de 28 km dans la ville de Ouagadougou. Dans cette explication de haut niveau, toutes les tentatives d'échapper ont été vouées à l'échec. Un scénario qui a fait l'affaire du sprinter de l'AS Bessel, qui se cherche un concurrent dans le domaine au Burkina. Il succède à Salif Bikenga,
qui a remporté la couronne sous les mêmes couleurs la saison dernière. Tout nouveau roi de la pédale burkinabé, il explique la tactique qui a conduit à sa victoire. Pour vraiment amener ce peloton et me tirer vers l'avant pour que je puisse faire le sprint. C'est dans les 5 derniers mètres Cette course qui était sous le parrainage du Mogo Naba et le patronage du ministre des Sports et des Loisirs Dominique Nana a connu une forte mobilisation. Le président de la Fédération burkinabé de cyclisme exprime sa satisfaction. En plus du maillot de champion du Burkina, il a reçu un magnifique trophée offert par le Mogo Naba Bango. Un reportage de Madi Zongo avec la voix d'Arsène Konditamde qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi partout au Burkina Faso et plus précisément à Bakata dans le Zirou. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.